Allons-y, bonjour, je m'appelle David Rongel, je suis responsable du numérique à l'AMU, dans le pôle stratégie et transformation numérique. J'ai présenté ma collègue, j'ai laissé mes deux collègues AMU se présenter, et puis nos collègues de Labo 1.5 qui interviendront un peu après se présenteront à leur tour. Oui, bonjour, merci David. Je suis Valérie Lestrade, je suis urbaniste des systèmes d'information à l'AMU et je travaille moi aussi au pôle stratégie et transformation numérique. Bonjour à tous, moi je suis Manuel Vuillerme. Ah oui, mon micro est ouvert, tout va bien. Donc je suis Manuel Vuillerme et je suis consultant technique sur les produits du SI Recherche, CapLab et Synchro. Voilà. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Le sujet que nous allons vous présenter concerne la sobriété numérique à l'AMU. Alors, j'ai un petit retour de micro, quelqu'un doit avoir son micro ouvert. Et donc, on va vous présenter dans un premier temps du côté de l'AMU deux éléments, notamment un travail qui a été fait par un groupe qu'on appelle Mutualab Écolo. Et on va vous expliquer ce que c'est qu'un Mutualab. Et puis ensuite, on va vous présenter un certain nombre de dispositifs en cours à l'AMU avant d'aller un petit peu plus loin sur une première mise en œuvre autour du sujet de la sobriété numérique et de l'aide à ce qu'on prenne en compte le sujet du développement durable dans nos établissements, avec une mise en œuvre autour de l'initiative de Labo 1.5. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est le Mutualab Écolo. Donc, ça va être la prochaine planche. Alors, le Mutualab, d'abord le Mutualab en général. Je vais donner un détail sur celui qui concerne le développement durable et la sobriété numérique. Le Mutualab, c'est un dispositif qu'on a lancé il y a 2-3 ans à l'AMU, qui est un dispositif d'innovation participative. L'idée de ce type de dispositif, c'est de prendre l'intelligence collective des agents de l'établissement, donc en l'occurrence l'AMU, et puis de leur proposer de travailler sur un certain nombre de sujets connexes à leur activité professionnelle habituelle, c'est-à-dire que des consultants fonctionnels ne vont pas parler de sujets fonctionnels dans le domaine dans lequel ils travaillent. Et ils vont se réunir une fois par mois à hauteur de 1 heure, ils vont s'auto-organiser pour traiter un certain nombre de sujets qui peuvent être liés aux pratiques professionnelles au sens large, à la vie de l'établissement pour améliorer le travail ensemble au sein de l'établissement. Et donc, chacun des groupes va proposer, ou des personnes vont proposer un certain nombre de sujets, alors plutôt dans une logique irritant-solution, c'est-à-dire quelles problématiques on souhaite résoudre et quels types de solutions peuvent être apportées à ce type de problématique. Donc, c'est un dispositif ascendant, donc bottom-up pour l'anglicisme, où les personnels vont avancer, réfléchir, travailler, produire un certain nombre d'éléments, et puis au fur et à mesure de l'avancée de leur réflexion sur un sujet, vont pouvoir dire, bah là, on peut peut-être imaginer une solution méthodologique, une solution applicative, une publication d'informations auprès de notre communauté, et ça rentrera après dans des dispositifs d'arbitrage ou de comitologie habituels de l'AMU. Donc ça, c'est le dispositif Mutualab au sens large. Quelques exemples et puis des résultats obtenus par quelques-uns des Mutualab qui ont été mis en place à l'AMU. Il y en a un qui a été dédié, et j'avais l'honneur d'y être, qui était sur la place des femmes dans le numérique. Donc on a fait, par exemple, sur celui-ci, on a traité du sujet de la place des femmes dans le numérique. Et puis on a fait un certain nombre de propositions et on est allé jusqu'à produire, et je vous mettrai le lien dans le chat dans quelques instants, une collection numérique dédiée à ce sujet-là, où le groupe Mutualab Place des femmes dans le numérique était rédac chef de ce numéro. Il y en a certains qui ont travaillé de l'inclusion et de l'accessibilité numérique, un autre groupe qui a réfléchi par exemple au sujet présentiel, distanciel et mode hybride, hein, que ce soit dans l'enseignement ou dans nos activités professionnelles. Un, c'est dédié au chatbot. On a travaillé sur des journées open innovation, du design thinking. C'est un élément, le design thinking, qui est rentré maintenant dans nos pratiques à l'AMU suite à ce Mutualab. Et puis pour ce qui est un petit peu moins de nos pratiques professionnelles, on avait aussi travaillé autour d'un jardin partagé autour de nos locaux Montpellier. Le serious gaming a aussi été analysé pour savoir si c'était une pratique qui pouvait intéresser nos activités professionnelles. On a fait des tests d'outils de collaboration, on a rencontré certaines personnes qui pouvaient proposer des solutions. Donc, c'est un ensemble d'activités qui ont été menées par les agents de l'AMU, 1 heure par mois au maximum, pour avancer sur ces sujets.
Et donc, je vais vous présenter très rapidement Oui, la transition auprès de Valérie, c'est ça, Valérie, c'est ça, oui. pour présenter la suite du Mutualab École. Voilà. Donc effectivement ces Mutualab, il y a une thématique qui a cristallisé auprès d'un certain nombre d'agences, c'est la thématique de l'écologie et du développement durable. Donc, il a rassemblé une quinzaine de personnes. C'est quand même pas mal compte tenu des effectifs de l'AMU, c'est un peu moins de 10%. Donc, c'était des gens qui se sont regroupés autour des valeurs du développement durable et de l'écologie. Il y avait un historique au sein de l'AMU, puisqu'il y avait plusieurs groupes qui s'étaient déjà rassemblés pour travailler autour de cette thématique. Il y avait un groupe avant l'apparition des Mutualab qui s'appelait les Éco-Citoyens, qui avait déjà réfléchi à des actions à mettre en place. Il y avait eu, encore avant ça, une initiative d'agents qui avait conduit à mettre en place le télétravail, puisque bien avant le Covid, les agents de l'AMU qui le souhaitaient avaient la possibilité de travailler à hauteur de 1 jour par semaine, depuis pas mal d'années déjà. Et puis, hors dispositif Mutualab, il y a, depuis, longtemps, en fait, des pratiques qui sont en place pour gérer, la fin de vie, de notre matériel informatique d'une manière responsable, avec un processus déjà bien en place en fonction, de l'état et du type de matériel, des dons, des recyclages et cetera. Donc, suite à la mise en place de ce Mutualab et à nos premières réflexions, il y a eu une série d'actions concrètes. D'abord en interne AMU, donc qui se sont notamment, il y a mis en place donc une série d'actions auprès des personnels, autour de ce sondage pour connaître un peu les attentes, des agents. La mise en place du tri sélectif et puis, des actions, pendant la semaine des mobilités durables avec, et c'est notable, pas juste, une participation des agents du Mutualab, mais une implication aussi, d'agents qui font pas partie du Mutualab, mais qui ponctuellement participent à des actions et c'était, notamment le cas pour cette action, sur la semaine des mobilités. Et puis une série d'actions aussi auprès de la direction avec, on va le voir après, grâce à Manuel dans la suite, dans la suite de cette présentation. L'élaboration, d'un bilan, gaz à effet de serre, sur le périmètre de la mobilité des déplacements professionnels des agents et puis l'élaboration, et la proposition d'une note d'opportunité, heu, transmise à la direction dans le cadre de la rédaction du futur contrat quinquennal, donc le contrat objectif moyen qui lie l'AMU, à l'État. Et puis nous-mêmes, en fait, pour nous faire progresser, en interne du Mutualab, une série d'actions aussi. On s'est saisi du sujet, sobriété numérique et puis, quelques-uns d'entre nous ont été formés sur des thématiques comme l'analyse du cycle de vie, le bilan carbone, formation aussi à la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative, cette animation qui permet de sensibiliser, une organisation, les personnels d'une organisation aux problématiques, des changements climatiques et puis, des échanges avec, les personnes de la fresque du numérique. Donc, voilà, chez nous en interne, suite à la création du Mutualab, de premières actions auprès des agents, auprès de la direction et puis nous-mêmes pour progresser, sur cette thématique-là. Et puis on s'est aussi, «exporté» entre guillemets avec quelques actions hors de l'AMU. D'abord, la production d'une collection numérique, donc qui est une publication mensuelle, de l'AMU sur différentes thématiques et qui fait appel à des expertises hors AMU, donc d'établissements, notamment et la production en décembre 2020 d'un numéro entièrement dédié au numérique, responsable. Donc, on va vous transmettre le support de la présentation et vous avez le lien direct qui va vous permettre de consulter, cette publication. Des interventions, au cours d'événements et notamment le Green IT Day en 2020, donc qui est un événement qui fait la promotion de la sobriété numérique, en Occitanie. Et puis la proposition, d'un plan d'action qui est recensé et qui est rassemblé, toutes les actions qu'on envisageait ou qu'on avait envie de porter, au sein de l'AMU. Présentation de ce plan d'action au comité de direction de l'AMU et obtention du soutien de la direction. Mais là, on a été donc vite confrontés, à la réalité puisque même à 15,
1 heure par mois, on ne fait pas grand-chose en fait. Donc le plan le plan d'action qui était ambitieux et qui nous paraissait tomber vraiment au niveau du calendrier, correspondre à ce qu'on devait faire au niveau de l'AMU, ben, c'est confronté à notre capacité de 15 heures par mois. Néanmoins, je repasse la parole à David pour faire le lien avec le contrat quinquennal. Oui, en fait, la note d'opportunité qu'on a adressée au comité de direction a eu un fort soutien de la part du comité de direction et de notre directeur Stéphane Athanase. Et donc, ces éléments-là, cette proposition s'est transformée dans le contrat quinquennal, donc le contrat d'objectifs et de moyens entre l'AMU et l'État pour la période 2021-2025, en un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est que le sujet qu'on va appeler entre nous la sobriété numérique et les activités liées aux impacts du numérique, que ce soit de l'AMU ou des établissements, de la sensibilisation à ce sujet, des plans d'action autour de ce sujet, a été écrite dans le préambule du contrat. Le préambule du contrat, c'est les éléments les plus importants, la lettre d'intention et ce qui sont les marqueurs du contrat pour cette période de 5 années. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture intégrale du paragraphe associé, mais on retrouve les éléments autour de la sobriété numérique, autour de la transition écologique, de l'efficience, hein, que ce soit pour l'AMU ou pour ses adhérents. Et donc ces éléments-là, on parle aussi beaucoup de démarches RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises. Donc ces éléments-là, ils sont dans le préambule du contrat. Et comme le disait Valérie, on a aussi décliné un certain nombre de propositions d'action dans le cadre du contrat. Donc un peu partout dans le contrat, on va retrouver un certain nombre de propositions de mise en œuvre qui seront en fonction de l'avancement, en fonction des évolutions de notre budget, en fonction de l'évolution de nos moyens, activés ou pas activés dans le cadre du contrat, hein, puisque on a aussi cette latitude collectivement de rediscuter un peu les éléments et puis la priorisation des choses en fonction de ce qui se passe dans notre environnement enseignement supérieur et recherche. Donc on a des orientations autour du numérique responsable et de la sobriété, et puis on parle dans les axes plus stratégiques et opérationnels d'efficience et de sobriété numérique. Mais on va l'illustrer dans la planche suivante. Donc, en termes d'action, parce qu'on a fait une proposition, on l'a mis dans le contrat, mais on a quand même déjà un certain nombre de points qui vont commencer à être soit qui sont déjà en cours, et on va en parler dans quelques instants juste après, soit qui vont être faits prochainement, avec les moyens qu'on met à disposition de cette partie du projet de l'AMU. Donc le premier élément, on va travailler autour des prestations intellectuelles pour qu'elles puissent porter plus les valeurs de l'éco-responsabilité, de la sobriété. Je vais prendre un exemple, c'est la dernière ligne de cette planche. Dans la partie d'achat d'équipements où l'accord cadre pour les achats de matériel informatique pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ce contrat s'appelle Matinfo, qui est un projet collaboratif entre l'AMU et divers acteurs, comprend des éléments sur l'écologie et l'impact écologique qu'on a réussi, dans le cadre de ce groupement d'achat, à imposer à des éditeurs mondiaux des exigences sur la durée de vie des équipements. Et on a réussi collectivement à forcer des grands éditeurs mondiaux à modifier leurs standards en termes de durée de vie des équipements, disponibilité des pièces pour les réparations, etc. Donc ça, c'était une première victoire. Et là, on est sur la partie achat d'équipements. Et donc, on se pose la question sur les achats de prestations. Quels seraient des critères, quels seraient des éléments qui nous permettraient de choisir des partenaires dans nos projets informatiques ou d'autres achats de prestations intellectuelles qui porteraient ces valeurs d'éco-responsabilité et de sobriété. Pour tout ce qui est de la sobriété des solutions logicielles, on va parler d'urbanisation, d'architecture d'entreprise, de modularité. On va y travailler sur les différentes phases de projet, que ce soit au niveau de l'expression des besoins, pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire est bien utile. Et donc, on ne va pas fabriquer, construire des solutions logicielles qui ne seraient pas utilisées, donc des dépenses d'énergie collective qui ne seraient pas efficaces. On va travailler sur une charte de bonnes pratiques. Et puis, on va aussi continuer à poursuivre la mise en avant de solutions libres qui permettent d'avoir une plus grande durée de vie, soit des solutions logicielles, soit des équipements sous-jacents, parce que c'est
généralement des solutions qui imposent moins fréquemment des demandes de mise à jour des équipements en disant il faut racheter 5 barrettes de mémoire sur votre ordinateur pour faire tourner la dernière version de Word. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le cadre des logiciels libres. Le site web nouveau de l'AMU les travaux vont commencer, intègre les exigences de sobriété. Et puis, nous allons continuer à porter aussi le développement de compétences en interne, que ce soit sur la comptabilité carbone, analyse cycle de vie, responsabilité sociale des entreprises, achat écologique, etc. Et puis, on continue, mais ça, on l'a déjà fait depuis un long moment, d'optimiser les déplacements des équipes. Donc, voilà un petit peu ce qui est engagé aujourd'hui depuis un projet qui s'appelait le Mutual Lab Écolo, donc une démarche portée par les collègues jusqu'à l'implémentation d'un plan d'action dans le contrat, donc quelque chose de vraiment fort. Et donc, le message qu'on voulait vous faire passer autour de ce retour d'expérience, c'était pour vos projets de développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, allez-y, faites démarrer vos équipes. Il y a beaucoup de propositions, de bon sens et de puissance et d'intelligence collective dans les équipes. Et donc, voilà, on vous propose de démarrer ce même type de dispositif que celui que nous avons démarré. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté cette première partie et on va laisser la parole aux collègues qui vont continuer à présenter l'éco-responsabilité et les bilans carbone et après labo en pensée. Merci David. Donc effectivement, retour sur 2 actions concrètes engagées à l'AMU sur cette base-là, à partir effectivement des points qui figurent au contrat quinquennal. La première, elle concerne effectivement le point qui a été évoqué à l'instant sur comment construire en fait une offre SI plus sobre en fait, et comment mesurer l'éco-responsabilité de nos solutions. Et ça, c'est une action qui est en cours de concrétisation, un projet qu'on a engagé sur la mesure et l'évaluation de cette éco-responsabilité au travers d'une grille, en fait, d'un dispositif qu'on est en train de mettre en place, qui se base sur un existant qui a été produit dans le cadre d'un réseau d'urbanistes. Donc c'est le Club Urba EA, c'est un réseau professionnel d'urbanistes et d'architectes d'entreprise, qui a construit une grille qui permet d'évaluer l'éco-responsabilité d'un projet de système d'information autour d'un nombre de critères assez peu nombreux, ce qui permet d'appliquer facilement et rapidement la méthode auprès des projets. Donc, il s'agit en fait d'évaluer un projet SI autour de 6 critères. Chaque critère est décliné en plusieurs sous-critères. Donc, au final, on a 14 sous-critères à évaluer qui permettent de mesurer en fait la maturité d'un projet en termes de frugalité des besoins, des données, de l'infrastructure, tout ce qui est urbanisation, rationalisation de l'architecture, les achats, et puis les aspects RSE autour de tout ce qui est organisation de l'équipe projet et des ressources. Donc, c'est on en a parlé à l'instant, en fait, c'est un dispositif dont on espère qu'il va nous permettre d'évaluer, de faire en sorte qu'en fait les projets SI de l'AMU, de l'offre SI soient plus sobres et plus éco-responsables. En fait, on associe un niveau à chaque critère et puis on peut, en fonction du résultat, dégager des pistes d'amélioration qui seront portées dans le plan produit de chaque projet, de manière à ce que l'année d'après, à ce qu'à la prochaine évaluation, on ait entre guillemets une meilleure note, en tout cas on soit plus sobre. C'est l'objectif qu'on se fixe. Donc là, on est au tout début du projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour laisser plus de place aux collègues, mais voilà, on est en phase on termine le cadrage et là, on espère en fait porter le dispositif auprès de chaque projet dans le cadre du premier trimestre de l'année 2023 et arriver à faire un premier cycle complet de mesures en 2023. Et chaque année, en fait, on reviendra auprès des projets pour leur permettre de mesurer leur sobriété numérique. Donc peut-être au cours d'une prochaine semaine du développement durable, un premier retour d'expérience concret on reviendra auprès de vous pour vous donner des résultats, les premiers résultats en fait de l'application de ce dispositif. Voilà pour le premier cas concret en fait qu'on voulait vous présenter. Je vais passer la
la parole à Manuel concernant le deuxième retour d'expérience. Ouais, merci. Donc, sur le deuxième retour d'expérience qu'on va vous présenter, on va parler du bilan carbone dans un sens un peu restreint au départ, et puis plus élargi avec la présentation de Labo 1.5 après. Donc, ce qu'il faut bien voir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du Mutual Lab Écolo, on a démarré avec plusieurs idées en tête, dont la première était de faire le bilan carbone au sens non formé, puisqu'on n'avait pas été formé, et donc un petit peu comme il nous semblait bien de le faire, un bilan carbone de la mue. Donc on a fait quelque chose de très simple, on a pris les déplacements professionnels et les déplacements quotidiens personnels, et on a donc pour arriver à des résultats, fait une enquête auprès de nos collègues, une enquête Sphinx, et on a récupéré à peu près 70% de réponses, ce qui nous a permis, en gros, en consolidant avec les déplacements pro qui nous sont donnés par les agences de voyage et les choses comme ça, d'arriver à ces résultats-là. Donc vous allez me dire, c'est bien incomplet comme bilan carbone, et vous aurez raison, parce que bien sûr, il n'y a pas que ça dans un bilan carbone. Mais c'était la première idée qu'on en avait lorsqu'on a démarré les sujets du Mutual Lab. Et puis voilà, on est parti là-dessus. Et donc, bien qu'incomplet, la réflexion était lancée. Donc, on a ensuite, merci Valérie, c'est bien, tu suis. On a décidé, avec l'accord de la direction, de se former sur le sujet, et donc de suivre la fameuse formation de l'association du bilan carbone, et la prise en main de ces outils, à l'époque Excel. Je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était donc en 2020. Et donc, on a été confronté très vite, du coup, à voir qu'un bilan carbone, c'est pas simplement des déplacements domicile-travail, c'est beaucoup plus que ça. Et cette formation, si vous l'avez suivie, enfin, si certains d'entre vous l'ont suivie, démontre en fait la difficulté de trouver les bonnes sources, de récupérer les bonnes données, de les vérifier, de les transformer souvent dans des formats exploitables, dans des dimensions qui sont attendues par l'outil. Et puis, la grosse difficulté, bien sûr, c'est de reproduire ça d'année en année, ou de 2 ans en 2 ans, ou 3 ans en 3 ans, selon les nécessités, on va dire, légales, maintenant. La difficulté étant, en fait, de reproduire à chaque année les mêmes, la récupération depuis les mêmes sources, et qui sont souvent pas automatisées, qui sont souvent manuelles, et qui sont souvent un peu laborieuses. Donc je pense que personne ne peut objecter le fait que faire un bilan carbone, c'est toujours un peu lourd et fastidieux. Donc, d'autant plus que l'entreprise est grande. Donc on s'est interrogé au sein du Mutual Lab, donc on s'est demandé si, par exemple, tous les établissements de l'ESR rencontraient les mêmes difficultés sur la création de ces bilans. Ensuite, auparavant, on avait vérifié qu'il n'y avait pas de guide sectoriel pour l'ESR sur le site de l'ADEME, et on s'est aussi demandé pourquoi. Ensuite, on s'est dit, tiens, il devrait peut-être exister des méthodologies ou des outils mutualisés qui font ce genre de choses pour l'ESR, pour les adhérents de l'ESR. Et on n'a pas trouvé tout ça. Donc, on était un petit peu démunis parce que, comme disaient David et Valérie, avec 1 heure par mois de travail sur ce sujet, on n'avance pas forcément très vite et très loin. Donc Valérie, tu t'es pas endormie, tu peux changer de page. Donc du coup, on en est arrivé à la conclusion qu'effectivement, mettre en place un outil de gestion, et enfin de calcul de bilan carbone pour la communauté, c'était en tout cas un moyen constant complètement impossible, et en plus, il fallait de fortes compétences, un projet dédié, des moyens, des ressources et du personnel. Donc, on n'avait pas tout ça. Par contre, ce qui nous est venu aussi à l'idée, c'est que petit à petit, on se rendait compte, enfin, tout le monde s'en rend compte, qu'idéalement, on pourrait dire que chaque euro a un coût carbone, donc 1 euro qui est contenu dans un outil de gestion ou de finance
pourrait peut-être nous donner des indications sur les émissions carbone, soit dans les achats, soit dans les déplacements, soit tout ça. Donc, on en est venu à l'idée de voir ça du côté CIFAC, qui est en fait notre outil de gestion financière diffusé à l'AMU et diffusé aux adhérents. Donc, tu peux passer, ça va très vite, je sais, mais... Donc, avec CIFAC, en fait, les établissements disposent de flux financiers des achats. Et ça tombe plutôt bien parce que donc l'ADEME a créé une méthode qui s'appelle la méthode des ratios monétaires qui permet de calculer des émissions carbone à partir des codes NACRE, donc à partir des flux financiers, et qui permet donc pour les achats spécifiquement de faire des évaluations d'émissions carbone à partir des montants finalement saisis dans CIFAC pour les achats. Donc finalement, c'est un premier pas pour peut-être automatiser l'extraction de ces valeurs-là et des calculs plus simples au final de bilan carbone. Donc, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi les données de mission dans CIFAC. Donc, pas toutes les données, on verra plus tard, mais l'essentiel de ces données. Donc, pourquoi pas créer une requête pour extraire ces données-là. Et puis, en faire quoi, on ne sait pas trop. Sauf que l'an dernier, donc au Labu des RA, donc c'était un événement organisé à l'AMU qui concernait les responsables administratifs de la recherche. Labo 1.5 était là pour présenter sa solution de calcul de bilan carbone et plusieurs adhérents ont posé la question mais pourquoi on n'irait pas les chercher dans CIFAC? Et effectivement, la représentante de Labo 1.5 était sur le même longueur d'onde. Donc, je me suis permis de faire connecter un peu tout ça. Et finalement, on a essayé de travailler avec l'équipe CIFAC, donc pour ne pas les nommer, Nathalie Coca, il y avait Vincent Vivas, enfin, et puis Christophe Richet. On a essayé de faire joindre les deux bouts, c'est-à-dire extraire des données de CIFAC, que ce soit donc les émissions carbone, enfin plutôt les montants des missions et les montants des achats, et les insérer dans Labo 1.5, l'outil. Enfin, c'est pas exactement le nom de l'outil, mais je vais laisser présenter ça à Laure et Mélissa qui doivent prendre la suite à ce moment-là, je pense. J'arrête le partage. Je vous laisse prendre la main du coup. Eh bien, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Laure Vieux et c'est moi qui vais partager les transparents. Donc, j'essaye de le faire maintenant. Donc, je choisis ma fenêtre. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Tout à fait. Oui. Mélissa, qui est ma collègue, donc va nous présenter les premiers transparents. On va se passer la main. Oui, bonjour à tous, toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, les problématiques qui ont été exposées, vous allez voir, sont totalement similaires et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir intervenir aujourd'hui et de pouvoir vous expliquer une proposition de collaboration qui peut s'avérer fructueuse comme c'était écrit sur le transparent précédent. Donc on va parler bilan carbone et on va parler de ce bilan à travers un outil qui s'appelle GES 1.5 et c'est un outil qui a été développé par le collectif Labo 1.5. Donc on va définir tout ça et vous expliquer la problématique. La problématique essentielle là, c'est la facilitation de l'accès aux données. Donc, vous avez nos noms sur ce transparent et nos affiliations, mais donc on intervient au nom du collectif Labo 1.5 et on voudrait quand même rappeler, parce que ce n'est pas nous qui avons coordonné ce travail, mais nos deux collègues Odile Blanchard et Jérôme Mariette qui ont été les personnes à l'origine de cet outil GES 1.5 et un outil vraiment très important, vous allez le voir, parce qu'il met à disposition une méthode de calcul pour toute une communauté. Tu peux changer, Odile, si tu veux bien. Odile, pardon, Laure.
Je m'excuse. Alors, donc ici, on revient un tout petit peu sur quel est l'intérêt de faire un bilan carbone dans l'ESR. Alors, bon, on peut simplement se contenter de dire que c'est une obligation légale de tous les 3 ans pour l'ensemble des établissements, mais c'est un petit peu limité comme réponse. On peut aussi s'intéresser, se dire en recherche, qu'est-ce qu'on sait de l'empreinte carbone de la recherche française? En fait, on n'en sait pas énormément de choses. Et c'est pour ça que le bilan carbone, ça a un sens, parce que, en fait, ça permet d'identifier les champs d'action possibles pour réduire les émissions, hein. Le but étant d'avoir une idée de son empreinte pour décider à quel endroit on peut jouer sur la réduction. Je vous rappelle que l'objectif national, c'est moins 55% en 2030 pour tout le monde. Et donc, tout le monde, ça veut dire y compris la recherche. Alors, le moins 55%, il est basé sur les émissions de 1990. Et donc, une fois qu'on a des estimations de l'empreinte et des idées d'action possibles, on peut proposer des scénarios de réduction. Et ces scénarios, eh ben, ils peuvent se faire par secteur de recherche, donc, puisque tout le monde n'a pas forcément les mêmes problématiques. Alors, dans Labo 1.5, ce qui a été mis en œuvre, c'est justement une mise en œuvre à l'échelle, pas à l'échelle d'établissement, mais à l'échelle laboratoire. Donc là, il n'y a pas d'obligation légale, mais ça permet plusieurs choses. Ça permet de sensibiliser et d'impliquer le personnel face à la problématique de l'urgence climatique. Ça permet de quantifier l'empreinte carbone de chaque laboratoire et donc de voir s'il y a des spécificités suivant les thématiques des différents laboratoires. Et donc, ça permet aussi de proposer un chemin d'action à l'échelle de chaque laboratoire avec des scénarios et suivant les émissions du laboratoire, de choisir des scénarios qui peuvent varier. Et donc, ça permet également d'avoir un outil d'aide à la décision, en fait. Et le principe du bilan carbone, c'est ça, c'est d'avoir un outil de base pour pouvoir aider à une décision collective de réduction d'émissions. Je veux bien que tu changes l'heure, s'il te plaît. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que Labo 1.5, puisqu'on en a parlé, mais pour l'instant, ça n'a pas été complètement défini. Donc c'est un collectif, et c'est très important, qui est interdisciplinaire. Donc ce sont des acteurs de la recherche dans toutes les disciplines. Et ce collectif, il s'est mis ensemble, il s'est agrégé avec un objectif fort qui est de réduire l'empreinte carbone des activités de recherche. Et donc, il est en 2 morceaux, en fait, on va dire un collectif qui a toute une activité, on va dire, de réflexion, de partage de séminaires et de colloques et de choses comme ça. Et puis, il y a également un groupement de recherche, donc un GDR. Ça représente près de 500 personnes qui sont des chercheurs actifs, enfin des personnels de la recherche actifs. On a 400 personnes dans l'équipe de réflexion et 200 personnes dans le GDR. Mais on voit qu'on touche aussi une très large communauté, puisqu'on a aussi plus de 3000 personnes qui sont abonnées à la newsletter de Labo 1.5. Il y a l'organisation, comme je disais, de colloques, de séminaires, d'enquêtes, de publications, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a des publications qui sont liées à cette activité pour essayer de donner des indications justement de quelle est l'empreinte carbone de la recherche et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Donc ici, on vous a mis 2 illustrations, un article dans Le Monde expliquant les activités de Labo 1.5 et puis la dernière publication qui a été publiée par plusieurs personnes du GDR Labo 1.5 et qui donc revient sur la relation entre empreinte carbone d'un chercheur et sa visibilité scientifique. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut beaucoup prendre l'avion pour beaucoup publier ou pas? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Ce qui est extrêmement important dans des scénarios de réduction, évidemment. Transparent suivant. Donc, les principes fondateurs de Labo 1.5, c'est donc... les gens se sont réunis avec un objectif clair qui est réduire l'empreinte carbone de la recherche, mais pour ça, avec une première idée, c'est qu'il faut que ce soit interdisciplinaire. Donc, il faut réunir toutes les disciplines. Ensuite, un deuxième point essentiel, c'est quantifier et comprendre. Donc, être capable de calculer, de mesurer et de comprendre
pour pouvoir ensuite avoir une action sur des bases concrètes. Et puis aussi, de fait qu'il y a une grande diversité des empreintes et des solutions de réduction. Ne pas proposer de solution top-down uniforme, parce que elle peut s'avérer inopérante, et puis d'autre part, les acteurs peuvent ne pas y adhérer, mais plutôt implémenter des solutions conçues et délibérées localement à l'échelle des laboratoires. Et au-delà de ça, évidemment, la communauté de la recherche doit prendre part à la réflexion globale de toute la société pour réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est les principes sur lesquels on travaille. Et là, je vais passer la main à Laure. Bien, merci. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'outil GES 1.5 qui a été un des outils majeurs, d'une production majeure du collectif et du GDR Labo 1.5. Et c'est l'outil dont parlait bien sûr Manuel. Il s'agit d'un outil web accessible librement, gratuit, et développé par et pour les chercheurs, donc par certains groupes de travail à l'intérieur du collectif qui prend sur son temps de recherche pour développer cet outil. Le but était d'obtenir une méthode standardisée qui soit commune à tous les laboratoires pour pouvoir être un outil de référence. Et le principe de base de cette méthodologie, c'est d'utiliser la notion de facteur d'émission comme proposée par l'ADEME et de multiplier par la quantité d'activités, mais ce n'est pas systématiquement des flux monétaires, ça peut être aussi pour beaucoup des flux physiques, et c'est le cas ici. C'est donc par exemple pour calculer l'empreinte carbone de l'usage d'un véhicule de propriété du laboratoire, on regarde non seulement bien sûr le véhicule, ça c'est quelque chose d'à part, mais là, sa consommation en essence, donc c'est la distance annuelle parcourue multipliée par le facteur d'émission correspondant proposé par l'ADEME. Alors, pas seulement par l'ADEME, pour certaines choses, il y a un gros travail de mise à jour des facteurs d'émission qui continue, dont la précision est réévaluée à chaque année en permanence par le groupe de travail. Une fois que l'on a fait ça, ça permet de cumuler les émissions annuelles par catégorie d'activité émettrice et d'avoir généralisé pour tous les laboratoires le périmètre et les facteurs d'émission. Donc, tout le monde a un outil identique, et cela permet de faire, d'une part, pour chaque laboratoire, son bilan de gaz à effet de serre de façon annuelle, et donc de voir l'évolution au cours des ans, mais aussi de pouvoir agréger entre labos et de faire des enquêtes et des analyses qui ont donné lieu, par exemple, à la publication dont vient de parler Mélissa. Donc, quel est ce périmètre, les sources d'émissions prises en compte? D'une part, il y a les bâtiments, et donc là, il s'agit de flux physiques, on comptabilise les consommations d'électricité, de divers types de chauffage et des fluides frigorigènes, donc pour la climatisation. Pour les déplacements, ce sont aussi des flux physiques, donc on a essentiellement l'émission et les déplacements de domicile-travail, donc qui étaient les premières choses que vous avez fait, vous, en interne, avec votre bilan carbone, mais aussi les véhicules, donc là, c'est ce qu'on vient de voir comme exemple. Puis, nous avons aussi le matériel informatique, et là, pour ce cas précis, on utilise aussi quelque chose de plus proche du flux physique. On utilise les données d'analyse de cycle de vie fournies par les constructeurs, qui permet d'être beaucoup plus précis. Par contre, pour les achats, qui est quand même un énorme, en fait, c'est le premier poste globalement au niveau de l'ESR, on est limité à la méthode des flux monétaires, dont a parlé Manuel tout à l'heure. Donc, c'est un facteur d'émission différent par code NACRE qui est après multiplié par le montant de l'achat. Donc là, on a mis en rouge l'émission et les achats,
parce que ces deux postes qui sont les postes principaux, hein, après les achats, le second poste, c'est les missions. Je parle globalement pour le SR. Sont basés sur des extractions des systèmes d'information. Donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est CIFAC. Bien sûr, tous les laboratoires n'ont pas que CIFAC comme système d'information, mais CIFAC est bien sûr très répandu. Et donc, c'est très important de pouvoir faire cette extraction de façon simple et automatique. Et donc, pour pouvoir le refaire chaque année et le faire sans perdre d'énergie. Voilà un transparent qui montre la page d'accueil de l'outil GES 1.5. Donc, il y a, je vous invite à la consulter. Il y a des choses très intéressantes de point de vue méthodologique qui est totalement transparente et explicitée. Bien sûr, quelque chose qui explique comment se servir de l'outil. Un point très crucial, c'est la protection des données. Hein, donc, là, cette chose-là a été validée par exemple par le CNRS. Et puis, bien sûr, qui intervient. Et là, on voit donc l'ensemble des données et bien sûr les principes qu'il y a derrière. Donc, on va expliciter que peut-être on se répète un peu, mais la facilité d'emploi de l'outil, pour nous, elle est essentielle. On le voit, on a tous souffert dans nos labos ou nos établissements pour faire les bilans carbone. Hein. Donc, moi, c'est la seconde année où nous faisons des bilans carbone. À chaque fois, c'est assez douloureux. Et plus on va faciliter cet emploi, plus cela va pouvoir s'imposer dans la communauté, ça va pouvoir être répété chaque année et on va pouvoir effectivement l'utiliser comme outil de la décision. Donc, l'outil doit être simple d'utilisation, précis et fiable. Et le fait d'avoir quelque chose fourni par la communauté a fait qu'on a cherché à approcher au mieux cet objectif-là. Et d'avoir seul outil, c'est donc l'assurance de pouvoir faire des comparaisons qui permet de faire de la recherche dessus. Le choix d'avoir un outil open source est aussi pour nous très important. C'est la garantie de réutilisation, la garantie de transparence et aussi nous avons choisi d'avoir une méthodologie standardisée, c'est-à-dire qu'il soit à la fois conforme à la réglementation française pour qu'il soit accepté par nos tutelles et qui soit élaboré pour intégrer des éléments propres au laboratoire de recherche, c'est-à-dire ce n'est pas l'outil de bilan carbone de l'ADEME générique, c'est spécifique et adéquat pour les laboratoires de recherche. Donc là, je vais faire un focus sur les missions, mais là, comme vous avez vu, hein, donc mission et achat, c'est avec des extractions des systèmes d'information. Et la problématique est similaire pour les achats. Mais pour les missions, il y a quelque chose d'important, c'est de voir que, bon, au final, hein, on a besoin de choses simples, hein, des villes de départ, villes d'arrivée, mode de déplacement. Donc, la distance est calculée automatiquement par l'outil. On explicite si c'est aller-retour. En optionnel, on peut avoir le motif et le statut de la personne. Voilà, c'est simple. Et pour ce faire, on importe des fichiers qui ont, pour l'instant, on a deux formats de fichiers de mission possibles. Le format GES 1.5 qui est en général compilé à la main par les gens. Et pour l'instant, donc à partir des choses qu'ils ont pu extraire, mais nous avons aussi un format spécifique qui s'est importé ce qui a été exporté de l'outil de gestion GESLab du CNRS. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vise, comme je vais vous l'expliquer plus tard, mais ce qu'on vise, c'est d'avoir aussi la possibilité d'importer l'extraction de l'outil CIFAC. Et donc plus précisément, quelles sont les données qu'il y a dans ces deux formats, hein, qui sont quasiment identiques, mais voilà.
Donc, un numéro d'émission parce que chaque ligne va correspondre à un tronçon différent avec donc des villes de départ, villes de destination, mode de déplacement. Dans le cas de la voiture, nombre de personnes dans la voiture et des petites choses optionnelles. Et toutes ces informations qui sont simples sont dans CIFAC. Mais nous avons un problème, c'est qu'elles ne sont pas facilement accessibles, en particulier le point problématique, c'est que lorsque les gestionnaires, donc les gens qui sont dans les laboratoires, font l'extraction des données émissions en bloc, et il est impossible d'accéder à la ville de départ. Cette chose-là n'est pas extractible. Elle y est quelque part, donc mission par mission, on peut la retrouver, si elle avait été insérée, bien sûr, mais on ne peut pas l'extraire. Et la complétion manuelle des données est très chronophage. Or, s'il manque cette ville de départ, on peut quand même se considérer, en posant une hypothèse, que le lieu de départ, c'est la ville du laboratoire. Ça va peut-être être valable dans beaucoup de cas, mais il y a une portion importante de cas, c'est lorsque l'on a des invités, où la ville d'arrivée, c'est la ville du labo. Évidemment, là, on ne peut pas avoir de mission qui part et arrive au même endroit. Donc là, on se retrouve avec, dans mon laboratoire à moi, ça correspond à environ 10%. On a de la perte. Et bien entendu, on a aussi du bruit en faisant cette hypothèse, parce que bien entendu, ce n'est pas systématique que le départ, c'est ville du labo. Donc dans ce cas-là, soit on épuise les personnels en faisant la complétion manuelle, soit on a un bruit et une perte de données qui rendent une standardisation impossible. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux actuel. Et heureusement, grâce donc à l'initiative de Manuel qui vous en a parlé, on a pu avoir une rencontre entre Delphine Bernard, qui est correspondante CIFAC à l'université Grenoble-Alpes, et qui a pu rencontrer donc Nathalie Coca et Christophe Richet et d'autres personnes pour voir comment on pouvait surmonter ce problème. Et ça a été fructueux puisqu'il y a eu création de requêtes, de nouveaux types de requêtes, donc qui ne sont pas gérables directement par les gestionnaires, qui ne permet pas elle-même de vraiment retrouver la ville de départ elle-même, mais en extrayant d'autres informations et avec une heuristique améliorée que simplement l'hypothèse départ égale ville du labo. Ça permet d'améliorer la qualité des données extraites et ça permet l'automatisation. Voilà, donc là, c'est là où on en est actuellement. Et je repasse la main à Mélissa. Oui, donc comme vous avez vu, l'initiative vient d'une rencontre dans laquelle il y avait une personne de l'université Grenoble-Alpes, et donc c'est pour l'instant le résultat le plus concret qu'on a, puisqu'ils ont été à l'initiative. Donc on a pu voir une bonne compatibilité entre l'extraction directe, qui est faite donc automatique grâce à cette requête, et l'extraction à la main faite par les gestionnaires, donc ça c'est un point très important. Mais évidemment, ça a été fait que sur l'université Grenoble-Alpes, et donc ce qu'on aimerait faire à l'heure actuelle, c'est des tests de vérification un petit peu plus importants, donc sur des laboratoires volontaires ou des établissements volontaires. Donc c'est là où on en est actuellement, puisque ces requêtes ont été envoyées grâce à Madame Coca au laboratoire établissement volontaire, et maintenant ce sont les correspondants CIFAC qui doivent implémenter ces requêtes pour faire les extractions et que les comparaisons puissent être faites. Donc ça va évidemment prendre un petit peu de temps, mais c'est là où on en est. Ça, c'est très positif. On espère qu'on va à nouveau trouver une bonne correspondance et une bonne compatibilité entre ces deux types d'extraction. Mais évidemment, il y aura toujours des ajustements qui restent nécessaires au-delà de cette requête pour avoir quelque chose de immédiatement importable dans l'outil GES 1.5. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est une formulation simple parce que, encore une fois, comme on l'a dit depuis le début,
un bilan carbone, c'est juste une aide à la décision, donc ça doit pouvoir se faire simplement. Et donc ici, nous, c'est ce qu'on cherche vraiment, que tous les laboratoires aient une méthode simple pour y arriver. Donc on aimerait que, de la même façon que dans GESLab, il y a une fonctionnalité dans CIFAC qui permette un export de fichiers directement importable dans GES 1.5. Au-delà de ça, parce qu'on peut aller au-delà de ça, c'est un outil GES 1.5, comme on a dit, qui est libre d'accès et qui a été très largement validé parce qu'il a servi à énormément de labos. Hein. On a déjà 435 laboratoires qui l'ont utilisé et fait 722 bilans, donc c'est beaucoup. En plus, il est amélioré en continu, cet outil. Donc, c'est vraiment un outil très important. Et comme c'est un outil important et que les gens de Labo 1.5 s'en rendent compte, il y a une proposition de créer une version campus qui est actuellement en cours de développement, donc une version qui serait utilisable par un établissement et plus par un laboratoire. Donc, il y aura une version bêta qui sera disponible au cours de l'année 2023. Alors ça a une grande importance parce que ça permettrait à des établissements qui ont une obligation de faire des bilans carbone, de faire des choses cohérentes entre elles. Actuellement, les établissements, pour répondre à cette obligation, ils font appel à des prestataires externes qui peuvent être très variables et qui ont des méthodes qui ne sont pas forcément les mêmes, mais surtout sur lesquelles on n'a pas de visibilité. Donc ça veut dire que la méthode, elle est éventuellement pas adaptée à l'ESR. Et puis surtout, il n'y a pas de standardisation entre les différents établissements, donc des difficultés énormes de comparaison. Or, le ministère vient de faire une demande explicite pour une standardisation des bilans entre les établissements, pour pouvoir les comparer et pour pouvoir éventuellement les agréger. Et donc, une chose importante ici, c'est qu'on a l'outil et cette capacité, et donc, on pourrait faire en sorte que cette version campus soit l'outil global, un outil développé par la recherche pour les chercheurs qui soit utile à tous les établissements. Donc, c'est encore une raison de plus pour automatiser. Et donc, on en arrive donc à la conclusion à laquelle, de toute cette aventure, on va dire. Donc, les laboratoires et les établissements qui souhaitent faire un bilan de gaz à effet de serre et qui utilisent le logiciel CIFAC ne peuvent pas actuellement accéder facilement aux données. Les données sont dans CIFAC, mais il y a une difficulté pour obtenir la donnée simplement. Donc, on a fait un énorme progrès en ayant un dialogue et en permettant de faire des requêtes. Ce progrès, il est concret, il est encore en cours de test, il n'est pas tout à fait terminé. Mais la problématique, j'espère qu'on l'a vraiment souligné, c'est que cette problématique, elle est globale. Elle s'applique également à vous, si vous voulez faire ce bilan, évidemment. Et donc, on a besoin là d'une réponse globale, besoin d'un interlocuteur et d'avoir des échanges très réguliers pour analyser nos besoins et qu'on puisse y répondre globalement. Et donc, on espère réellement une collaboration pérenne parce qu'on a vu que c'était vraiment fructueux de pouvoir se parler. Et puis, on espère, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir produire une fonction CIFAC qui sera propagée à tous les établissements adhérents et aux laboratoires pour avoir un fichier direct qui sera importable dans GES 1.5, à la fois pour les missions et pour les achats. Et enfin, évidemment, on espère pouvoir anticiper sur la suite. On sait qu'il y a des tas de nouveaux outils qui vont être en cours de développement, notamment Nautilus. Et l'idéal, c'est que dans le développement, eh bien, ce genre de problématiques soit prise en compte. Et donc ça passe par un échange, encore une fois, entre nous. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On a quelques minutes pour prendre des questions de votre part. Il y a une première question dans le chat concernant la version campus. C'est une excellente nouvelle. Avez-vous une idée du délai de mise en prod de la version bêta? Non, alors on a bien sûr contacté nos collègues qui travaillent dessus. Une version optimiste, donc c'est que les tests vont commencer au printemps 2023. Mais voilà, nous travaillons, il n'y a pas de personnel qui soit employé et qui soit dédié à ça. Hein, tout le monde travaille en plus de sa recherche.
Et donc, mais bon, il faut dire que quand même, GES 1.5 s'est bien développé. Là, ils viennent de finaliser un point important qui est la modularisation de l'infrastructure qui permet de déconnecter l'outil du site web de Labo 1.5 qui va vraiment permettre la diffusion. Donc ça, c'est fait. Ça a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, on peut espérer que ça va avancer comme ils le souhaitent, eux. Merci. Une question de Thierry Auger, à qui je donne la parole. Bonjour, merci pour ces présentations. Bon, désolé pour le bruit, là, je suis un peu dans un environnement hostile. Là. En fait, je suis dans une salle informatique, c'est l'endroit où j'ai pu me poser. Non, la question serait plus une question générale. En fait, chaque établissement doit remettre un plan de sobriété à l'État, en fait, globalement. Est-ce que l'AMU pourrait se faire, je dirais, comment dire ça, le centralisateur, enfin pas le centralisateur, c'est pas le bon terme français, mais de tous ces plans, parce qu'en fait, chacun essaye de réinventer la poudre. Et je pense que chacun a des bonnes idées que les autres n'ont pas. Et ce serait intéressant de pouvoir que vous centralisiez et que chacun puisse piocher un peu dans les bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il y a des idées. Et voilà, donc c'est plus une bouteille à la mer. Bonjour David, on s'est dit bonjour par Et voilà, donc c'est plus, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est un intérêt. Voilà, je te lance un peu la question. Un intérêt, je pense que toutes les actions visant à mutualiser forcément ont un intérêt. Sur la centralisation, on va le remonter, on peut proposer quelque chose à minima. De notre côté, l'AMU, on a nous-mêmes initié une fiche action plan climat, et donc on peut voir si on peut à minima mettre à disposition un espace partagé, et puis voilà, comme vous l'avez compris, nous en termes de bande passante pour travailler sur ce sujet, c'est très faible, mais voilà, on va. Bien sûr, l'idée est super intéressante, on va le remonter, on va voir ce qu'on peut proposer. Ouais, parce que je vois mes collègues du service immobilier et puis du numérique, service achat, voilà, on a remonté 67 actions pour Angers. Je pense que ce serait intéressant de les comparer avec d'autres et puis de faire monter ça à 80, 100. Et puis les choses faciles, c'est intéressant de les partager puisque ça peut se mettre en 1 heure. Surtout si on donne la procédure, voilà. C'était plutôt dans cet esprit-là, quoi. Parce que je suis d'accord avec vous, on rame un peu en ETP sur sur ce même sujet, si je puis me permettre, comme il y a besoin effectivement de mutualisation et qu'on est tous face aux mêmes problématiques, et que maintenant dans l'ensemble des universités pratiquement il y a des vice-présidents en charge développement durable ou choses comme ça, il y a une association qui vient de se créer qui s'appelle VP-TRIS, qui est l'association qui regroupe tous les gens qui ont des responsabilités dans l'ESR en termes de développement durable. Et donc là aussi, on essaye de mutualiser ce genre d'informations. Et je pense que, si vous voulez, je vous donne les coordonnées de la présidente. Et il n'y a vraiment pas de problème, je pense, pour qu'il y ait aussi là une collaboration qui se mette en œuvre. Et si je peux me permettre d'ajouter à l'intérieur donc de Labo 1.5 que tous les gens de l'ESR peuvent rejoindre. Il y a un groupe de travail dans lequel je suis impliquée et qui est sur le point qui travaille à obtenir une synthèse de ce qui est fait au niveau de plan d'action, de stratégique dans l'ESR au niveau international. Donc, on essaye de synthétiser un peu l'ensemble des choses qui existent déjà parfois depuis plusieurs années et jusqu'à des choses qui sont en gestation, mais avec des objectifs posés. Voilà. Et donc là, en ce moment, on analyse, je crois, 120 établissements et laboratoires. Donc, j'espère qu'on devra avoir un premier draft à la fin de l'année de cette note de synthèse et dans pas longtemps, on pourra, j'espère, le publier et vous aurez tout ça à disposition. On a un élément de réponse dans le chat là, concernant justement un travail qui est engagé par Nathalie Timorès et Ajar Stefala sur une plateforme commune justement autour du réseau des DDRS, donc des directions développement durable dans les établissements. Ouais. On voit également une autre question, si vous voulez bien. Il y a une question d'Emmanuel Deberly qui envisage de réaliser un bilan carbone, un VGS, très complet au début de 2023. Est-ce qu'on a des contacts du côté d'un labo 1.5 où nous pourrions
que nous pourrions adresser pour contribuer à l'avancement de GES 1.5 Campus. Donc, une proposition de contribution. Ah, la chose la plus simple, c'est de rejoindre le collectif, hein, c'est très facile. Et après, de se manifester dans l'outil de communication qui est une version du Picatinny, un outil de chat, et là, de se proposer. Ok, merci. Sinon, et bien entendu, c'est Jérôme Mariette qui est un point. Donc, si vous le connaissez, vous pouvez aussi lui écrire personnellement, mais le mieux, c'est de rentrer dans le groupe. Donc, j'ai mis le point d'accès, hein, le site web dans le chat. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques sur ce qui vous a été présenté pour envie de partager une réflexion sur le sujet? Bah, juste, je rajoute quelque chose pour dire que c'était un bon début de collaboration et que donc ça ouvre des perspectives quand même qui sont intéressantes pour avancer à la fois de votre côté et de notre côté sur ces sujets-là. Voilà. Oui, je sais ce que c'était notre conclusion, mais je réinsiste, nous, on est vraiment demandeurs d'une collaboration sur tous ces sujets et je pense que ça ne peut être que fructueux. Oui, et la version campus là, que tous les responsables d'établissement attendent, elle sera d'autant plus effective qu'on aura vraiment implémenté cette extraction de fichiers qu'on pourra insérer, hein, que ce soit pour les missions comme pour les achats. Pour mission, effectivement, il y a un travail prospectif à faire. Effectivement, il y a un flux à extraire, à travailler de mission de manière automatique, bien sûr. Tout ne doit pas venir de CIFAC, en fait. Donc, ouais, il y a cette réflexion-là à avoir, effectivement. Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Pas de regrets sur des questions ou des remarques? Il n'y a pas de regret dans le chat, alors on va vous proposer une belle fin de journée à toutes et tous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et merci Merci à à vous tous. pour l'invitation. Merci, avec plaisir. Merci bien. Excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.